Même t'interviews Caroline Receveur qui est la cover. Genre, t'es la première femme à interviewer une femme en cover de Forbes. Genre, c'est incroyable, tu vois. Aujourd'hui, dans Jeune et Brillant, on parle d'une jeune journaliste qui a longtemps entendu qu'elle ne réussirait pas. Parce qu'elle avait de mauvaises notes, parce qu'elle est allée en STMG, parce qu'aucun prof ne croyait en elle. Et pourtant, elle a construit une vraie carrière dans la presse. Comment on se relève d'un parcours scolaire stigmatisé ? Comment on transforme le doute en force ? On en parle aujourd'hui avec Chloé. Chloé, bienvenue sur Jeune et Brillant. Merci beaucoup d'être avec moi pour ce nouvel épisode. Merci à toi de m'accueillir. Est-ce que j'ai l'habitude de laisser mes invités se présenter, donc est-ce que tu peux te présenter ? Alors du coup, moi je suis Chloé Grandi, je suis journaliste et je suis aussi créative stratégiste pour certaines marques sur les réseaux sociaux. Ok. Et aujourd'hui, je voulais parler un petit peu de décrochage. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours scolaire ? Oui, bien sûr. Alors moi, j'ai eu un parcours scolaire un peu atypique parce que j'ai pas eu un bac, tu sais, un grand bac. Je suis allée dans une filière STG, je sais pas comment ça s'appelle aujourd'hui, parce que je crois que ça a changé. Technologique. Technologique ? Ouais. Et je crois que c'est toujours technologique, ouais. Ça a changé. Parce que je sais que ça a changé plein de fois et c'est un peu confusant. Mais du coup, voilà, moi, je me destinais à être littéraire. Et puis, bam, arrivé en seconde pour aller vers la première, et ben, on te dit non, en fait, t'as pas les bonnes notes, etc. Et là, je me dis, mince, qu'est-ce que je vais faire ? Donc, je décide d'aller dans cette filière. Et en fait, je m'accroche et je me dis quand même, je vais aller à l'université. Et personne ne me croit. Ah ouais ? Ouais, personne ne me croit. Tous mes profs me disent, non, mais c'est impossible, t'imagines, tu viens de STG, enfin, jamais tu iras à l'université. Puis en plus, je voulais être journaliste. Donc, t'imagines, tous tes profs te disent non, machin et tout. Et je m'accroche. Et je fais ma première année à l'université. Alors, la première année, assez catastrophique parce que bon, les cours me plaisent pas. Je choisis pas la bonne branche, tu vois. C'était quoi ? C'était une licence de communication média et culture. Mais tu sais, c'était très focus philosophie, etc. Donc des choses très large, je vois exactement. Très large. Alors il y avait des cours qui étaient intéressants, le cinéma, tout ça. Mais il y avait des cours qui étaient très sociologie, tout ça. Donc c'était chouette. Mais c'est vrai que sur le coup, quand tu sors de STG, t'as vraiment ce truc de voilà quoi. C'était un peu perdu. Puis la prise de notes et tout ça, c'est super compliqué. Ouais. Oh là là, ça c'est vraiment c'est horrible. Et du coup, première année, je la rate. Et puis je me dis, ouais, mais bon, ça m'intéressait pas trop, donc j'essaie de trouver autre chose. Et je trouve un peu la même licence, mais avec des cours hyper différents, où là, c'est plus axé journalisme. Et là, je sais pas ce qui se passe, mais je passe mes 3 ans sans passer au rattrapage une seule fois. Et après, je décide de passer les concours de journalisme, même si, du coup, c'est assez compliqué, parce que t'as des heures de cours qui sont à rallonge. Moi, je finissais à 20h certaines semaines. Pour réviser tout ça, c'était un peu compliqué. Et en fait... je passe les concours et je les rate. À chaque fois, de soit peu, soit... Enfin bref. Et au début, je suis un peu triste parce que je me dis, bon, c'est peut-être un rêve qui s'effondre et tout ça, il va peut-être falloir réfléchir à autre chose. Et puis en fait, tu te rends compte que c'est eux qui perdent un talent et c'est pas l'inverse. Tu sais, j'aime beaucoup Stéphane Guillon. Et lui, par exemple, qui est devenu chroniqueur, etc. Et qui finalement, tu vois, disait, mais je n'ai jamais passé les concours de journalisme et tout ça. Et au final, il est là où il est, tu vois. Même Pierre Berger, moi, ça me fait toujours rire. Et il dit qu'il a pas eu le bac, mais il a acheté le monde. Donc, comme quoi, tu vois, des fois, c'est des redirections. Et finalement, j'ai fait un master journalisme là où j'étais, parce qu'ils ont ouvert une filière. Et ça s'est super bien passé. Et au final, ce qui a le plus joué, je pense, dans mon parcours, c'est de faire des stages très longs. Pendant que mes potes, ils étaient à Mykonos, c'est qu'ils faisaient des stages d'1 mois. Moi, je faisais des stages de plusieurs mois, tu vois. Et franchement, je pense que ça a un peu joué. Ouais, j'ai l'impression que dans tous les domaines, faire des stages, c'est un peu la clé pour rentrer dans certains. Je pense à la mode, par exemple. Ouais. Je sais que j'ai plein de potes qui veulent bosser dans la mode et ils ont toujours fait des stages très très longs et tout. Mais c'est pas donné à tout le monde quand même. Parce que si par exemple on vient de province et qu'on veut travailler sur Paris, on peut pas forcément se permettre de faire des stages hyper longs puisqu'il faut payer un appartement. Donc c'est déjà un privilège au final de pouvoir faire des stages, je trouve. C'est clair. Mais tu sais que moi je venais de Lille. Ouais. Et je me souviens, j'avais postulé à l'époque pour des motivateurs. Et en fait, le rédacteur en chef me dit « Ok, si je te fais commencer, je sais pas, c'était la semaine d'après. » Et dans ma tête, je me suis dit « Oh mon Dieu, comment je vais faire ?» etc. Parce que, en fait, moi, j'avais joué un peu au culot parce que je me suis dit « Bon, au pire, je ferai les allers-retours et tout ça. » Heureusement, ma mère avait une sœur qui vivait sur Paris, tu vois. Mais c'est vrai que
sur le coup, si t'as pas cette chance, ça peut être un peu compliqué. Et puis surtout, il y en a beaucoup en fait qui te prennent pas en stage. Parce que justement, tu t'es pas sûr. Si tu fais les allers-retours, ils se disent que peut-être t'es pas prêt à ça, tu vois. Mais il y avait déjà cette mentalité de oui, les jeunes n'ont pas envie de travailler. Alors que je me souviens, j'avais postulé pour Modzik et il m'avait dit oui, mais de toute façon, vous êtes une jeune femme, vous allez peut-être avoir envie d'avoir des... Enfin, tu sais, il m'avait vraiment... Déjà ? Mais t'avais quel âge ? Je devais avoir même pas la vingtaine, tu vois. Puis il m'a dit, oui, mais de toute façon, vous avez un mec, donc ça se trouve, vous n'allez pas vouloir venir tous les jours et tout. Ah ouais, non, mais c'était terrible. Et toi, t'es là, tu sais, t'es en début de parcours professionnel et tu te dis, waouh, mais en fait, mais non, mais moi, j'ai grave envie, tu vois. Ouais. Donc non, c'est une chance quand même de... En plus, maintenant, je crois que c'est interdit de demander des questions sur ta vie privée en entretien et tout. Genre, est-ce que t'as un petit copain, tout ça ? Ouais. Mais à l'époque, tu vois, quand t'es jeune, en fait, t'oses pas trop répondre à ce genre de trucs. Puis, à mon époque, c'était moins... Enfin, on en parlait moins, tu vois, de ce genre de choses, de se dire, il faut se rebeller un petit peu, tu vois, contre ça. Donc, c'est vrai que... Dieu merci, c'est interdit maintenant. Et pour revenir un petit peu à ton parcours STG, c'était STG à l'époque. STG. Ils t'ont pas donné, par exemple, le choix de redoubler et d'aller en littéraire ? Non. Ils m'ont pas donné le choix. Parce que tu sais, en fait, j'étais à une époque... parce que je sais pas de quelle année, tu sais, mais... Moi, 94. 94 ou 93, tu vois. Et tu sais, je pense qu'on a été dans une génération où les professeurs, ils étaient pas là pour te tirer vers le haut. Et c'est pas méchant, tu vois, parce que je pense qu'il y en a, ils avaient vraiment envie de t'aider, ils étaient là avec toi, etc. Et ils te poussaient à faire des belles choses. Mais il y en a qui disaient... Enfin, moi, je me souviens, il y en a, ils me disaient, ouais, mais de toute façon, vous allez finir dans l'hôtellerie, tu vois. Ou oui, mais non, mais abandonnez, faites ça. Et franchement, si j'avais écouté un quart, j'aurais pas pu faire ce que j'ai fait, tu vois. On dirait qu'ils avaient, c'est vrai que ça, on dirait qu'ils avaient genre des primes pour envoyer le plus de... Non mais c'est vrai, pour caser autant d'élèves dans certaines filières, c'est trop bizarre. Écoute, je pense qu'ils se sont fait beaucoup d'argent alors. Ouais, et du coup, toi, tu avais des mauvaises notes au lycée ? Oui, j'avais des mauvaises notes. Parce que je pense que... Enfin, je sais pas si tu penses un peu la même chose, mais je trouve que le milieu scolaire actuel, enfin, le système éducatif, il est mal fait. Enfin, mal fait, j'entends, pour certaines personnes, tu vois, parce que je pense qu'on est tellement tous différents et tellement tous uniques. Et aujourd'hui, on voit, même, tu sais, avec des études sur le fait d'être TDAH, etc., qui sortent un petit peu, on voit que finalement, les enfants, ils sont pas tous égaux face à l'apprentissage. Et c'est vrai que moi, j'ai découvert hyper tard, j'ai découvert à 30 ans, que j'étais peut-être potentiellement HPE, tu vois. Et en fait, ça a changé toute ma vision, parce que moi, je pensais que j'étais en échec scolaire et tout ça, mais en fait, tu te rends compte que c'était peut-être pas forcément vrai. Donc, puis je pense qu'on n'intéresse plus les enfants ou même les étudiants de manière générale assez... Enfin, tu vois, qu'on change pas un peu les règles. Oui, et puis même le fait d'être assis dans une classe pendant... de 9h à 17h30, 18h, c'est horrible. C'est clair. Et ça me fait penser, là tu me parles de HPE, tu t'es fait diagnostiquer par un psychiatre. Oui. Et est-ce qu'il t'a fait regarder tes bulletins et tout ça après ? Parce que moi je sais que j'étais allée voir un psychiatre et on avait repris mes bulletins quand j'étais au primaire, au collège. Et c'est vrai qu'il y a plein de... C'est pareil, moi ça a grave changé le regard que j'ai sur ma scolarité, parce que en fait, y a des trucs, je comprends pas que les profs, tu sais, ça les ait jamais alarmés. Par exemple, il y avait écrit bavardage intempestif, genre j'arrivais jamais à me concentrer, tout ça. Et ça, à l'époque, c'était juste, faut que tu te calmes, quoi. Voilà. Ouais, c'est ça. On cherchait pas. Ou tu sais, le fameux se repose vachement sur ses acquis et tout ça, qui ne voulait rien dire, tu vois, à l'époque. Oui, mais bon, donc qu'est-ce que ça veut dire, tu vois. Mais ouais, c'est vrai que je pense qu'il s'alertait pas. Moi, je me souviens, en fait, j'avais des facultés pour apprendre les langues. Et donc, par exemple, l'anglais, j'ai su très vite parler anglais. Et quand je suis arrivée au lycée, ils voulaient mettre en international. Sauf qu'international, ça sous-entendait, tu passes en niveau supérieur en anglais, mais en allemand aussi. Sauf que moi, l'allemand, mais je m'en foutais. Enfin, vraiment, c'était une langue que je détestais. Désolée pour les Allemands, mais je détestais cette langue. Et en fait, je me demande pourquoi ils n'ont pas compris que, tu vois, par exemple, tu pouvais être bon en quelque chose parce que ça t'intéresse, mais que autre chose, non. Et peut-être, tu sais, retravailler ce truc de... Ouais, les programmes, c'est sûr. Surtout que l'anglais et l'allemand, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, mais c'est comme quand on veut te faire passer une classe et que finalement on se rend compte que peut-être qu'il y a d'autres choses qui t'intéressent moins. Tu vois, si t'es pas bonne en maths ou si t'es pas bonne en littérature, ou enfin peu importe, tu vois. Mais c'est vrai que
Ouais. Il faisait des trucs des fois que je trouve incompréhensibles. Mais bon. Et toi, tu l'as vécu comme un échec un peu, ton lycée? Ouais. Ah ouais? Ouais. En fait, je me disais... je t'avoue, en plus, je voyais ma mère qui se disait est-ce qu'elle va avoir son bac, est-ce qu'elle va faire ce qu'elle veut dans la vie, parce que on a toujours un peu ce truc des parents qui ont envie qu'on ait une vie meilleure qu'eux, tu vois. Surtout à notre époque, c'était vraiment ça. Grave, ils nous ont mis une responsabilité sur les épaules, elle était énorme, mais ouais, c'est vrai que c'était compliqué. Puis en plus, moi, ça me rendait triste parce que du coup, je me pensais bête. Parce qu'en réalité, c'est ça aussi que ça te renvoie, c'est que comme les profs ils sont là à te dire que tu réussiras jamais. Et tu vois tes notes, puis en fait, tu t'investis plus, parce que du coup, tu te démotives. Dans ce coup, tu te sens bête. Et franchement, c'est vrai que le lycée, c'était un peu dur de s'accrocher. Et tu dis que les profs, ils croyaient pas en toi, ça se manifestait comment? Genre, ils te disaient quoi? Tu sais, ils prenaient un peu à la rigolade le fait que t'aies des mauvaises notes, ils te faisaient des petites piques de temps en temps. Qui rabaissent, quoi. Ouais, qui rabaissent. Moi, je me souviens, parce que mon prof de maths, il le prenait un peu à la rigolade, parce que j'étais vraiment nulle en maths. Et en fait, il voyait que je galérais, et il rigolait, etc. Et je lui dis, vous savez, de toute façon, je sais que j'aurai jamais la moyenne dans votre au bac, dans votre matière, quoi. Donc, en fait, j'essaye, mais c'est pas grave. Et il m'a dit, il faudrait que tu t'accroches sur d'autres choses, tu vois. Mais c'est vrai que, ouais, il y a des profs qui étaient pas... Mais c'était surtout sur le fait de vouloir aller à l'université, où ils te démotivent un peu, ils disent, ah non, va plutôt en BTS, c'est là où est ta place, tu vois. Et alors, t'es là, tu te dis, non, moi j'ai envie de tenter quand même. Puis ça me plaît pas, le BTS que vous me proposez. C'est clair, ouais, tu sais, hôtellerie... non, j'avais envie d'être journaliste, je voulais pas aller à l'hôtellerie, tu vois. Enfin, c'était... Ouais, c'était très spécial. Ouais, il disait que toi, journaliste, c'était pas fait pour toi? Oui, que en fait, j'avais pas les compétences et que j'avais pas... j'avais des trop mauvaises notes pour réussir dans ça, tu vois. Ils me voyaient pas du tout exceller dans un truc comme ça. Et toi, est-ce que ça t'a fait douter de toi-même? Oui, parce que je me suis dit peut-être que, en fait... tu sais, c'est ce moment où tu te dis, est-ce que mes rêves, ils sont trop grands? Et c'est là où tu te limites un peu, tu commences à te limiter. Mais j'avais quand même la chance d'avoir ma mère qui me disait qu'il fallait que je m'accroche et que peut-être ça allait... Voilà. Enfin, en fait, c'était un peu, tu sais, la dernière chance de se dire, si je vais à l'université et que l'université, ça se passe bien, ça voudra peut-être dire que, tu vois, ça va, quoi. Mais c'est vrai que du coup, il y a des moments où tu doutes vraiment très fort, quoi. Et t'étais bien soutenue par tes parents? Oui. Franchement, ma mère, pour le coup, puisque mes parents sont divorcés, ma mère, elle a été super sur ce point-là, parce que même si elle était des fois globalement quand même démoralisée par mes notes, je pense que, tu sais, elle voulait vraiment que je réalise mon rêve et que je fasse ce que j'ai envie. Et donc, elle m'a dit, essaye quand même de t'accrocher. Et je me souviens, elle n'était pas contente parce que le jour du bac, il fallait réviser le bac avant et tout ça. Et je lui ai dit, écoute, maman, j'arrête les cours. Parce que tu sais, t'as le choix de continuer en cours ou d'arrêter plus tôt. Et moi, je lui ai dit, écoute, j'arrête plus tôt. J'ai pris plein de livres, tu sais, pour apprendre, pour le bac, etc. Et je lui ai dit, je vais tout réviser comme ça pendant un mois et demi, machin. Puis après, je vais aller passer mon bac. Et elle m'a vraiment beaucoup engueulée. Au final, je l'ai eu quand même. Donc voilà. Attends, mais ça, je me rappelle plus. On avait le droit d'arrêter les cours avant? Parce que tu sais, les comment dire, les programmes s'arrêtaient un petit peu avant le bac. Ouais, avant le bac. Et t'avais le choix d'aller en cours ou pas y aller? Ouais, moi j'ai décidé de pas y aller, mais vraiment rebelle pour le coup. Ok, moi je crois que j'étais obligée, parce que j'ai pas souvenir de ça. Et du coup, qu'est-ce qui t'a donné envie de t'accrocher? Parce que si je comprends bien, c'est un rêve de toujours que t'avais d'être journaliste. Ouais, je voulais vraiment faire ce métier parce que je trouvais qu'il était beau. Tu informes les gens, tu rencontres des gens même, tu vois, de plein de sociétés différentes, de pays différents, etc. Et je voulais vraiment faire ce métier. Puis j'écrivais déjà quand j'étais petite, donc vraiment j'avais cette passion, tu vois, pour l'écriture, etc. Et en fait, ce qui m'a aidée à m'accrocher, c'est de me dire... en fait, c'est bizarre de dire ça, mais j'avais envie de me sortir un peu aussi de ma province, de sortir de plein de trucs, et j'avais vraiment envie de réaliser ce rêve. Donc j'avais vraiment envie de sortir du truc, parce que quand t'habites... Lille encore ça va, mais j'habitais une toute petite ville à côté qui s'appelle Valenciennes. Il n'y a rien à faire. Ok, je vois, je connais de nom. Et j'étais là, je me suis dit, non, faut que je sorte de là. Tu voulais aller à Paris? Ouais, je voulais aller à Paris. Puis je voulais vivre plein de choses, tu vois, et je voulais écrire, donc...
voilà, je me suis accrochée. Ok. Et comment t'as fait pour retrouver confiance en toi ? Comme on disait, tu sais, le fait d'avoir un entourage qui te tire un peu vers le haut, parce que même j'avais des copines, tu vois, qui faisaient pas du tout les mêmes études que moi, qui me tiraient un peu vers le haut. Et puis après, pour l'université, ce qui m'a beaucoup aidée, c'est de voir que je pouvais avoir des bonnes notes. Parce qu'en fait, vu que tu choisis d'un seul coup un cursus qui te plaît, tu te dépasses pour ce cursus. Et je me souviens, il y avait un prof très dur en communication politique. T'imagines, mais je me suis dit, waouh, à chaque fois, il nous notait hyper salement, etc. Et un jour, il est venu en cours et il m'a posé sur ma table un 18. Et là, je me suis dit, waouh, tu vois, là, tu peux prouver à n'importe qui que tu peux faire plein de choses. À partir de ce moment-là, tu sais, c'est parti vraiment en c'est trop bien comme souvenir. Ouais, j'aime trop. Genre, j'étais trop contente, je me souviens. Et tous les, tu sais, un peu les premiers de la classe, ils m'ont regardé en mode, quoi, elle a eu 18, elle. C'était trop drôle. Et tu bossais beaucoup ? Franchement, ça dépendait des moments, parce qu'il y a des moments où tu es fatigué dans ton cursus, surtout universitaire, parce que, comme on disait, tu as plein d'heures de cours, tu as plein de choses à assimiler. Ça, c'est nouveau aussi au début. Mais non, ça va, franchement, je bossais un peu plus parce que, ça me plaisait. Il y a des choses qui étaient hyper intéressantes, tu vois. D'un seul coup, c'est plus concret, tu touches un peu plus ton métier du doigt, donc c'est plus... Et du coup, comment ça s'est passé après la fac ? Comment tu rentres dans le monde du travail ? En fait, comme j'ai décidé de faire des stages plus longs, alors c'était un sacrifice qui était... Parce que t'imagines quand toi, t'es là, tu taffes et tout, et puis tu vois tous tes potes aller en vacances, profiter, faire des voyages que toi, tu fais pas, tu vois. C'était un peu compliqué. Mais ça m'a servi parce qu'au final, j'ai eu plus d'expérience et plus de compétences hyper vite, tu vois. Et donc, en fait, quand je suis arrivée, quand j'ai un peu toqué aux portes des rédactions, je savais faire des trucs. Et je me souviens, vraiment, mon premier gros job et gros contrat, c'était Forbes. Sympa. Ouais, sympa. Et en fait, avant, j'avais travaillé en long stage. Mais pour moi, c'est un peu des emplois, parce que je considère plus vraiment ça comme des stages, parce que tu travailles tellement comme un vrai salarié que... C'est combien de temps ? C'est 6 mois ? Ouais, c'est 6 mois au moins. Et moi, j'avais travaillé pour Canal+, pour des motivateurs. Et Canal+, par exemple, ça a été une super expérience parce que... Tu faisais quoi là-bas ? Je m'occupais de C-Star et C8. Okay. Et en fait, j'aidais souvent pour des émissions, comme Salut les Terriens de Thierry Ardisson. Et C-Star, toutes les interviews autour des artistes, etc. Donc c'était cool. Surtout que du coup, il me laissait faire les interviews des fois. Donc c'était trop chouette. Des fois, je me suis retrouvée en face d'Orelsan et tout. J'étais vraiment en mode, c'est super, quoi, tu vois. Et puis c'était marrant, en fait, c'était une sacrée revanche aussi, cette petite parenthèse, parce que des fois j'envoyais des photos à ma mère et je me souviens, ma mère mettait des photos sur Facebook et elle était hyper fière, tu vois, parce que quand elle pensait à tous les gens qui avaient dit elle finira dans l'hôtellerie et tout, en fait j'étais arrivée, mais genre... parce que même moi j'avais posté aussi les photos de mon côté, mais je pensais aussi à... Parce qu'un truc dont on n'a pas parlé, on a parlé des professeurs, mais tu sais que les élèves entre eux sont pas très sympas. Et moi je me souviens qu'il y a des filles et des garçons même de ma classe qui avaient dit mais de toute façon elle réussira pas. On m'avait même dit, c'est un prof qui m'avait rapporté ça parce qu'un jour il a surpris une conversation dans un couloir et il m'avait... Pourquoi il t'a rapporté, c'est hyper toxique. Ah ouais, parce qu'en fait non mais c'est parce qu'il faut que je mette un peu de contexte. En gros c'était pendant ma première année de master. Je vivais un peu une période un peu difficile de ma vie. Il se passait plein de trucs dans ma vie personnelle, tu vois, et du coup, j'étais un peu triste et tout ça, et ça se voyait en cours. Et en fait, ça commençait un peu, tu sais, à chuter. Bref. Et en fait, mon prof, il voyait que j'étais pas bien, mais il voulait vraiment me secouer, tu vois. Et il m'a dit, mais tu sais... c'est un peu toxique, c'est vrai. Il y en a dans les couloirs, ils disent ça et montre-leur que c'est pas vrai, quoi. Et en fait, les gens ils disaient limite, tu sais, beauty privilège, la meuf, elle trouvera comme ça en draguant n'importe quel mec de la rédaction. Mais tu sais, des trucs vraiment lourds, quoi. Trop méchant. Trop méchant. Et quand j'ai su ça, je me suis dit, ok, je vais leur prouver que, tu vois. Et en fait, quand je me suis retrouvée dans ces trucs-là où tu te retrouves à interviewer Orelsan et machin et tout ça, c'était tellement gratifiant parce que je me suis dit, mais... vous voyez, au final, j'y suis arrivée et j'ai eu besoin de personne et tout ça. Donc, il y avait ce côté un peu gratifiant pour l'ego, tu vois. Mais ouais, donc du coup, je suis passée par ces expériences-là. Et quand je suis arrivée chez Forbes, alors il faut savoir que Forbes, ils cherchaient absolument pas de journalistes à l'époque. Ils cherchaient des stagiaires. Et moi, j'ai écrit au patron
Alors, à la base, je savais pas que c'était le patron qui était derrière les annonces. Et je lui ai dit, écoutez, voilà, j'ai vu que vous aviez pas de réseaux sociaux. On était à l'époque où ça, tu sais, c'était vraiment le boom d'Instagram. Et j'ai dit, vous n'êtes pas sur les réseaux sociaux. Moi, je vous propose un truc. Vous m'embauchez en tant que journaliste. Et je m'occupe de vos réseaux sociaux. Mais genre, j'y suis allée au culot. Et le mec m'a dit, OK, présente-moi une stratégie, un petit peu ce que tu voudrais faire. Et puis, si c'est OK, je t'embauche. Génial. Et, je te jure, et là, j'ai eu la peur de ma vie. Je me suis dit, OK, qu'est-ce que je fais? Parce que c'est moi qui initiais le truc, tu vois. Et j'ai fait une petite stratégie. Je lui ai montré que Forbes US s'en sortait super bien et qu'on pouvait faire pareil. Et il m'a embauché. Et là, c'est vraiment c'était vraiment le début d'un truc hyper fou. Parce que là, c'est hyper concret. C'était en CDI et tout? Non, c'était en CDD, malheureusement. Mais un peu comme tous les trucs en journalisme. C'est ça qui est... Enfin, c'est un très beau métier. Mais c'est vrai que des fois, c'est un peu précaire. C'est un peu précaire. Ouais. Faut s'attendre à pas avoir de CDI, ou alors si t'en as un, c'est vraiment une chance. Après, tu peux faire des piges et tout, non? Tu peux faire des piges. Moi, j'en ai jamais fait parce que, en fait, j'aimais pas le côté un peu précaire du truc, parce que c'est très précaire, ouais. Pour pouvoir avoir un bon salaire décent, surtout quand tu vas à Paris. Faut faire une trentaine de piges. Enfin, il faut avoir plein de contacts et tout. Il faut avoir plein de contacts. Du coup, c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est faisable. Hein. J'ai des amis qui font ça, mais c'est vrai que moi, j'étais plus en mode contrat, quoi. Et du coup, ouais, pendant pratiquement 1 an, j'ai travaillé pour Forbes et c'était chouette. C'était une autre vie. Trop bien. T'as fait quoi, du coup? Tu leur as lancé leur Instagram? Ouais, on a travaillé pas mal l'Instagram. On a essayé de faire des choses pendant les shootings photos, parce que du coup, je me suis occupée de la cover de Caroline Receveur. Okay. C'était tellement intéressant, parce que mon patron et puis les autres de la rédaction, c'était vrai qu'ils étaient un peu vieux de la vieille, tu vois. Ils se disaient, mais pourquoi on mettrait une influenceuse en couverture? Et j'aurais dit, mais vous rigolez ou quoi? Enfin, Caroline Receveur, à l'époque, c'était genre 3-4 marques. Elle gérait une marque de thé. C'est une des premières qui a vraiment su se démarquer dans ses business, avec ses business. Grave. Et tout. Et en fait, En fait, eux croyaient pas aux réseaux sociaux, tu vois, mais bon, en même temps, à l'image de eux, leurs réseaux sociaux, tu vois. Et en fait, je leur disais, mais vous vous rendez pas compte que demain, les entrepreneurs, ils seront aussi sur le digital, et qu'en fait, ça représente quelque chose, quoi. Demain, ça va exploser. Et donc, on a mis Caroline en couverture, et puis on a fait plein de petits, tu sais, les backstage et tout ça de la cover. C'était super cool. Et donc, en fait, on a continué à faire des trucs comme ça pour tous les events, quoi. Okay. Et donc, le plus gros de mon travail, c'était les réseaux sociaux, mais bon, de temps en temps, j'écrivais des articles. Donc là, par contre, c'est assez dense. Tu fais, genre, par semaine, tu dois en faire une dizaine. Ah ouais. Voire plus, ouais. Mais c'était très chouette. C'est super, n'empêche qu'il t'ait fait confiance. Il y a encore j'ai vu des jeunes diplômés qui, par exemple, il y en a un, il m'a beaucoup marqué, parce que je crois qu'il a fait une demande de stage à Jacques Mus. Et il lui avait mis sa demande dans un sac, ou je sais plus c'était C'est quoi. Vrai que je vois des fois des trucs sur TikTok. Ça, des personnes qui cherchent des stages et qui harcèlent, mais là c'est du harcèlement, qui harcèlent des vidéos TikTok, les marques ou les bureaux de presse. Mais du coup, c'est vrai qu'on n'est plus dans cette ère de, je pense, un peu de culot. Puis en plus, les réseaux sociaux, et justement, enfin, tout réseau confondu, je parle même de LinkedIn, je pense il y a des choses qui ont changé aussi, tu vois, un peu le marché. Mais je pense qu'il y a encore des boss. Alors, il faut bien les trouver, parce que voilà. Mais je pense qu'il y en a qui te font confiance aujourd'hui pour certaines choses. Parce que là, vraiment, pour le coup, quand j'y repense, maintenant avec du recul, je me dis, waouh, t'imagines, on t'a fait gérer tout un dossier Forbes. C'est un peu comme les Under 100, ou tu vois, machin. Là, c'était tout un dossier sur les influenceuses. C'était incroyable, il n'y a même pas une vingtaine d'années. Enfin, même t'interviews Caroline Receveur, qui est la cover. Genre, t'es la première femme à interviewer une femme en cover de Forbes. Genre, c'est incroyable, tu vois. Enfin, maintenant, avec du recul, je me dis, quand même, c'est vrai que t'aurais pu avoir peur et tout. Et au final, je pense que quand t'es jeune, tu te rends pas compte. Heureusement que je l'ai fait à 20 ans, tu vois. Parce que je pense qu'après, quand t'es plus vieux, tu réfléchis trop et tu te dis, oh là là, c'est quelque chose d'énorme, tu vois. Et justement, tu dis première femme. Comment toi, tu te positionnes dans ce métier en tant que femme? Est-ce que c'est plus difficile d'y accéder au métier de journaliste? Je pense, parce que alors je vais pas faire une généralité, tu vois, mais c'est vrai que globalement, dans ce que j'ai pu vivre, dans mes expériences, une femme, elle est moins prise au sérieux. On a l'impression que soit t'es une petite chose fragile, soit t'es une belle plante. Donc en fait,
on te met dans une catégorie, puis forcément, tu as ces trucs, tu vois, de ce qu'on disait tout à l'heure, de oui, mais tu vas vouloir avoir un enfant et tout ça. Et en fait, tu as déjà tu avances avec beaucoup de stéréotypes, tu vois. Et tu sais que tu pourras pas les effacer. Les gens penseront forcément ce truc-là. Et c'est vrai que, pour le coup, on parlait de Forbes, c'était une de mes plus belles expériences, mais c'était aussi une des plus dures parce que parfois, je me suis retrouvée face à, tu vois, des PDG, etc. Tu ne prenais pas du tout au sérieux ? Non, parce qu'ils te voyaient, voilà, toute pimpante, etc. Et puis t'es là, tu vas poser des questions sur l'économie, sur ce qu'ils font, etc. Et ils te regardent de haut. Ah ouais. Et ça, c'est terrible. Et je te jure, c'est vraiment... ça, c'est compliqué. Puis en plus, ils se permettent des choses qu'ils ne se permettraient pas avec un homme. Par exemple, moi, j'utilisais mon téléphone parce que je n'avais pas de portable pro à l'époque. Et j'utilisais mon propre téléphone. Et il s'est arrivé qu'après l'interview, je reçoive des messages, etc. Tu vois, c'est l'enfer. J'allais te demander si tu avais vécu des expériences sexistes. Mais déjà, les SMS... Ouais. Ah ouais. Ouais, puis, enfin... tu sais, c'est des choses où les gens, ils se permettent sous couvert de, tu vois... Des personnes un peu importantes, quoi. Ouais. Et puis en plus, comme aussi, t'es un peu l'ambassadeur du magazine parfois, parce qu'on allait à des rendez-vous... moi, je me souviens, mon patron, il me collait des fois avec un Forbes dans les mains à côté de quelqu'un, tu sais, pour faire une photo. Et en fait, tu dois faire la belle plante, quoi. Et ça, c'est un côté qui me gênait, tu vois, parce que, en fait, t'es en représentation, certes, entre guillemets. En faire valoir, quoi. Mais ouais, mais tu sais, c'est... Et genre, moi, j'étais pas là pour ça. Enfin, en tout cas, c'était pas le truc, quoi. Alors, certes, tu fais des événements incroyables et tout, c'est très chouette. Mais tu sais, ce côté, en fait, on voit plus ce que tu es extérieurement que ce que tu es vraiment. Comme je te disais, on ne te prend pas au sérieux, donc c'est bête. Parce que, moi, je pouvais parler du CAC 40, tu vois. Je pouvais faire d'autres choses. Donc, non, c'était pas facile parfois. Mais du coup, est-ce que tu dirais que tu es plus sensible à ces sujets d'égalité en tant que femme ? Ouais. Genre, tu vas plus facilement... là, justement, tu disais, première femme à interviewer Caroline Receveur, femme. C'est des sujets, toi, qui te parlent ? Complètement. En fait, je me dis, faut mettre les femmes en avant aujourd'hui, parce qu'il y a des femmes qui font des choses exceptionnelles, qui ont des projets exceptionnels. Et déjà, à l'époque, quand on avait fait ce pas de mettre Caroline en avant, je trouvais ça incroyable, parce que je me disais, pour une fois, on met pas, tu vois, un footballeur. Je dénigre pas les footballeurs, mais tu vois, on met quelqu'un qui sort un peu des lignes, voilà, qui, elle aussi, elle mérite d'être à la une d'un magazine économique, tu vois, parce que elle fait vivre l'économie. Il y a plein de femmes qui font vivre l'économie. Je trouve ça tellement dommage qu'on n'en parle pas ou qu'on minimise un petit peu. Tu vois, comme Léna Situation, quand je sais plus. Mais là, récemment, elle a fait la couverture de Forbes. Elle a fait la cover de Forbes, ouais. Et ça m'a fait sourire parce que je sais plus qui avait dit sur Touche pas à mon poste. Alors, je regarde pas du tout cette émission, mais j'avais vu l'extrait de je sais plus quel journaliste, j'ai oublié son nom. Mais c'est pas important parce que vu ce qu'il a dit sur Léna. Mais en gros, il disait qu'il comprenait pas pourquoi elle était rentrée au musée Grévin. Et les gens lui avaient dit. Je crois que j'ai vu passer aussi. Ouais, je sais plus comment il s'appelle, mais. Et il avait dit. Que en gros c'était pas ouf, etc. Et en fait les gens disaient mais tu te rends pas compte que Léna c'est une machine de guerre, dans l'économie aujourd'hui, même pour LVMH elle fait des bonds de croissance de je ne sais plus combien, même pour le BHV là j'ai vu que elle avait 2 pop-up et des vitrines et les chiffres ont augmenté de, je vais pas dire de bêtises, je me rappelle plus, mais il y avait une grosse augmentation des chiffres. Je crois que c'était 20% au moins. Non, c'était énorme. Hein. Donc en fait, tu vois, comme quoi, même quand tu essayes de faire des choses, il y a toujours quelqu'un, surtout des hommes, pour un peu diminuer un peu ce que tu fais, quoi. Je trouve ça fou, alors que il y a des femmes comme elle qui font plein de choses. Ouais. Et tu dirais que par justement ton parcours, ça a fait une force pour toi, le fait que t'aies eu un peu une... Enfin moi je vois ça un peu comme une orientation subie, le fait que tu sois partie dans STG alors que tu voulais aller en littéraire, alors que ça se trouve t'aurais pu aussi redoubler ta seconde. C'est quand même... Ouais, c'est vrai que sur le coup, en fait, c'est marrant parce que, comme tu dis, je pense qu'au début, je l'ai un peu subi. Et puis, quand je suis rentrée dans le monde du travail, en fait, quand c'est moi qui ai eu le choix, en fait, c'était un peu mieux, même si, forcément, dans mon parcours, il n'y a pas tout qui a été parfait, tu vois, on parle de Forbes, mais après, je suis passée plus par le côté un peu social media, et j'ai fait plein de choses.
Et j'ai même eu un burn-out, tu vois. Donc, il y a des choses que des fois aussi tu subis parce que tu n'as pas le choix. Parce que quand tu rentres dans le monde du travail aussi, il y a des fois où tu peux choisir ce que tu veux faire. Et des fois, tu es dans l'urgence de trouver un travail. Et tu peux pas trop choisir. Alors, des fois, tu tombes sur des super choses. C'est le travail qui te choisit, ouais. Ouais, mais c'est le travail qui te choisit. Comme les appartements à Paris. C'est ça. Donc, il y a un peu ce côté où, des fois, tu resubis un petit peu. Mais ouais, non, globalement, c'est vrai que quand même, je trouve ça bien quand on a le choix, quand on peut avoir le choix. Et je trouve que c'est hyper important. Vaut mieux être aligné avec ce que tu as envie de faire, au final. Et tu te sens légitime dans ton métier maintenant ? Complètement, en fait. Au début, c'est marrant, mais je voyais pas ça. Enfin, tu vois, j'ai mis du temps avant de dire, par exemple, je suis la première femme qui a interviewé une femme en cover de Forbes, ou de me dire, tiens, tu te rends compte, tu t'es occupée de ça, tu t'es occupée de ça, tu t'es occupée de telle émission. Genre, j'ai mis du temps à réaliser qu'en fait, j'avais fait toutes ces choses-là. Parce qu'en fait, je pense que quand t'es dedans et que tu cherches à avancer, etc., puis faire ta petite carrière, tu te reposes pas sur ça. Et en fait, des fois, tu regardes en arrière, puis tu te dis, waouh, en fait... Tu veux toujours plus, et du coup, tu te satisfais pas de juste ce que t'as fait. C'est ça, alors que des fois, tu vois, j'ai fait d'autres choses qui m'ont hyper intéressée. Genre, j'ai travaillé pour Warner aussi en tant que créative et tu vois, je me suis occupée du Batman Day et tout ça. C'est quoi ? En gros, il y a une journée qui est consacrée à Batman et en fait, ils essayent de faire, tu sais, des jeux interactifs un peu en centres commerciaux, etc. Enfin, dans des endroits un peu clés à Paris, avec une espèce de... C'est même pas une Batmobile, c'est un Batbus. C'est super drôle. Et en gros, par exemple, il fallait faire toute une campagne digitale pour les gens qui ne pouvaient pas aller sur place et qui voulaient jouer aussi, tu vois. Et du coup, tu vois, j'ai créé toute la campagne digitale, c'était super intéressant. Et des fois, ouais, tu te dis, mais quand même, j'ai fait des trucs, tu vois, sympas et tout ça. Donc, ouais, je pense que des fois, on doute tellement, puis on a tellement envie d'avoir plus, comme tu dis, qu'on ne fait pas attention à ce qu'on a déjà. Ouais, alors, c'est hyper important. Et tu disais tout à l'heure que tu avais fait un burn-out. Tu peux nous en parler ? C'est à cause des conditions de travail ou juste trop... Parce que les conditions de travail, dans le journalisme, elles ont l'air très dures quand même. En réalité, j'ai envie de te dire, ça dépend dans quel média tu es, parce que si tu es dans un média, par exemple, d'actualité chaude, où il faut écrire tout le temps, c'est un sacré rythme. Après, quand tu es dans de l'actualité froide, donc des interviews que tu peux mettre quand tu veux, c'est vrai que le rythme, il est un peu moins soutenu. Là, ce qui était dur, c'est que, en fait, donc, comme on disait tout à l'heure, dans ma carrière, j'ai évolué un peu plus dans le social media. Et puis, à force de travailler dans le social media, on m'a proposé, en fait, d'être formée pour devenir directrice stratégique des réseaux sociaux pour une agence. Et donc moi, j'étais contente, j'étais rentrée en tant que créative, puis je me disais, on me forme à être directrice, c'est trop chouette, tu vois, j'en voulais encore plus, je trouvais ça trop chouette. Sauf que la réalité d'une agence comme ça, c'est que des fois, tu peux finir à 20h, tu peux finir à minuit, et tu commences tôt, tu vois. Et tu prends pas de pause, il y a des moments où je mangeais devant mon ordinateur. Et ce qui est dramatique, parce qu'aujourd'hui, ça se passe dans pas mal de jobs, voilà, c'est que derrière on est une grande famille, mais tous les vendredis soirs, on vous paye des coups, on vous rince, etc. Donc en fait, ça va, la vie, elle est belle, quoi. La vie est incroyable. Et en fait, à force de travailler comme ça jusque tard, de me stresser, de machin, mon corps, il m'a dit stop. Et je me souviens, en fait, un jour, j'étais en réunion et je commence à tousser. J'étais tombée malade peut-être une semaine avant. Et là, je crache du sang. Et là, je me dis, oh, mon Dieu, mais... Enfin, il y a un truc qui va pas. Et en fait, je me souviens, je stresse, mais tu sais, t'es un peu dans le déni. Donc, tu te dis, oh, ça va. J'en parle à un collègue, puis il me dit, non, mais mets-toi dans une salle de réunion, appelle, tu sais, un médecin, ça. J'appelle le médecin, et là, le médecin me dit, écoutez, je vous fais une lettre, mais là, vous allez tout de suite aux urgences, parce qu'en fait, peut-être vous faites une embolie pulmonaire. Et là, je fais, waouh, ok, super. J'appelle ma mère qui me demande en plus comment je vais à l'hôpital, et moi j'y vais en métro, tu sais, genre vraiment la fille qui a pas compris que c'était super grave. Et j'arrive aux urgences, ils me gardent un petit peu, et puis on sait pas l'expliquer, mais tu vois, comme quoi, enfin je crois qu'il y a des signes un peu, tu sais, des fois de l'univers. On sait pas l'expliquer, mais le truc a disparu. Ah ouais. Genre ils ont vu un truc, mais ils savent pas trop, bon bref. Et je retourne voir mon médecin traitant, et il me dit, vous allez vous arrêter 2 semaines. Et moi, toujours dans le déni, je fais non,
arrêtez-moi 2 jours, parce que là, j'ai des dossiers importants à rendre, tu vois. La fille, toujours sur son taf. Et en fait, il m'a dit, non, mais vous voyez bien que là, il y a un truc qui va pas. Et du coup, il m'a arrêté 2 semaines. Ça a été un drame dans ma vie, vraiment, parce que j'ai super mal vécu. J'ai eu l'impression, tu sais, encore une fois, c'est un truc que tu sais que tu subis. Et en fait, après, j'ai compris. Déjà, j'ai dormi pendant pratiquement 1 semaine. Ah ouais, genre, il y a tout qui est retombé. Tout est retombé. J'ai attrapé 5 boutons de fièvre, vraiment le truc, voilà. Et après ça, j'ai réfléchi. Je me suis dit, ouais, peut-être qu'en fait, c'est très bien d'être une girl boss. C'est très bien tu sais, d'en vouloir plus, etc. Mais en fait, à un moment donné, tu t'es peut-être pas sur le bon chemin et tu fais peut-être pas ce que tu as envie de faire. Et est-ce que c'est vraiment ça, la vie ? Même pas, parce que mes potes, je les voyais plus. Enfin, tu vois, t'as ça aussi. C'est tu l'équilibre. Passais toute ta vie au travail. Ouais. Et en fait, j'ai beaucoup réfléchi pendant ce temps-là. Donc, pendant pratiquement 6 mois, en fait, j'ai plus bossé, où je me suis vraiment concentrée sur moi et je me suis dit, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Ouais. Et là, t'as fait quoi ? J'ai décidé d'écrire un livre. Trop bien. Que je suis encore en train d'écrire. Je me suis lancée dans des... Alors, j'ai pas développé plus que ça, mais je me suis formée pour être coach de vie. Tu sais, j'ai fait des trucs vraiment qui me plaisaient un petit peu, quoi. Ouais, sympa. Ouais. Puis j'ai démarré une thérapie. Je me suis dit, allez, je vais... T'as pensé à toi, quoi. Ouais, j'ai pensé à moi et genre c'était super chouette parce que dans ce coup, tu deviens une autre version de toi. Et puis après, quand j'ai cherché du travail, j'étais plus du tout la même personne et j'avais plus du tout les mêmes envies. Du coup, c'était étrange. Et donc, après, je suis arrivée chez Harvard Business Review et c'était cool, tu vois. C'était chouette parce que du coup, c'était vraiment un travail où c'était beaucoup plus sain et où je pouvais faire des choses à côté qui me plaisaient. Enfin, j'avais une vie en fait à côté. C'est ça, surtout, j'avais une vie. J'avais un taf et j'avais une vie. Donc, c'était chouette. Et tu faisais quoi là-bas ? Alors là-bas, j'étais rédactrice web et je m'occupais aussi des réseaux sociaux. Ok. Et c'était sympa, c'était dans l'économie. C'est marrant parce que tu sais quoi, j'ai jamais voulu être dans l'économie, forcément. Et c'est toujours un milieu, tu sais, qui est revenu à moi à chaque fois. C'est super drôle. Et c'est quoi tes sujets de prédilection un peu ? Si à la base, tu voulais bosser sur quoi comme sujet qui t'intéressait le plus ? Cinéma, musique. Ok. Parce que le cinéma, c'est cool. Les séries, tout ça. Ouais. J'aurais bien aimé faire de la politique. Ok. Mais plus, un peu extérieur, tu sais. Extérieur, et puis, la mode. Mais ça, je pense que toutes les filles rêvent un petit peu de... Ouais. Puis c'est encore... Déjà, la musique, c'est grave aussi... c'est très compliqué d'y rentrer, la mode aussi. Grave. En tant que journaliste, j'ai l'impression que c'est pareil. Il faut faire 10 millions de stages, être vraiment passionné. Et connaître les bonnes personnes. Ouais, c'est ça aussi. Parce que même les gens qui travaillent dans la mode, je me souviens, j'avais eu la chance de rencontrer une femme qui avait travaillé avec Emmanuel Alt. Ouais. Et elle m'avait raconté un petit peu comment... tu sais, elle monte les échelons et tout ça. Et en fait, tu te rends compte que c'est hyper fermé. Ouais, c'est du réseau. Faut connaître quelqu'un qui t'a déjà vu dans les parages et tout ça. Enfin bref, tu sais, c'est hyper... Mais après, par contre, j'ai l'impression qu'une fois que tu rentres dans ce microcosme et que que les gens te connaissent et que t'es un peu reconnu dans le milieu, tu peux faire tout ce que tu veux. Ouais, ça c'est vrai. C'est un truc de ouf. Ça c'est vrai, dès que tu connais les bonnes personnes après et que tu gravites dans... Je dis pas que t'es le roi du pétrole, mais quand même, tu peux te permettre certains trucs. Moi, je me souviens, j'ai des amis, tu vois, qui travaillent dans des milieux hyper différents, etc. Et des fois, quand elles ont besoin d'un petit coup de pouce, tu vois, des fois, tu sais, c'est un peu irréel d'avoir ce genre de conversation, genre, oui, tu sais quoi, je vais appeler la ministre de la Culture, c'est pas grave. Et ça, c'est drôle, parce que tu te dis, mais il y a des gens quand même qui vivent dans des, tu sais, dans des milieux... Des petits microcosmes. Comme ça, c'est fou, c'est complètement fou. Ouais. Et toi, si tu pouvais parler à la jeune version de toi-même au lycée, tu lui dirais quoi ? De croire en elle. C'est bateau, c'est super cliché de dire ça, crois en toi, etc. Mais si crois en toi, parce que franchement, tu vas jamais regretter de t'être autant accroché. Jamais regretter. Ok. Et à tes profs, tu leur dirais quoi ? Vous voyez... J'ai pas fini dans l'hôtellerie, mais j'ai réussi à faire ce que je voulais faire. Et non, mais surtout de leur dire, soyez indulgents, quoi. Soyez indulgents avec la jeune génération, et puis même avec vos élèves de manière générale, parce qu'en fait, vous savez pas ce que vous créez, en fait. Parce qu'au final, ils créent aussi des gens qui vont peut-être se battre et en donner 10 fois plus pour arriver à leurs objectifs. Donc, No shame en tout cas pour l'hôtellerie, hein, mais grave. Mais juste t'avais pas envie de faire ça, quoi. Grave, no shame pour l'hôtellerie, parce qu'en plus, j'ai plein d'amis qui
j'ai un ami, genre son parcours il est incroyable parce que tu vois, il a fait de l'hôtellerie et aujourd'hui il est genre le directeur de plusieurs restaurants et c'est incroyable. Mais comme quoi, en fait, je pense que quand t'as vraiment un rêve, quand t'as vraiment envie de faire un truc, genre tu te donnes à fond et voilà. Et les profs devraient aller dans ce sens-là, de voir un petit peu. Je pense qu'aujourd'hui c'est important de voir un peu les forces et les qualités de chacun et de se dire bon ok, elle est pas forte en maths, c'est pas grave, on va essayer de l'aider à s'épanouir sur d'autres trucs et mais bon, mais je sais qu'après c'est compliqué aussi à l'école, on peut pas prendre le temps avec tous les... C'est exactement ce que j'allais dire. C'est aussi un peu systémique dans le sens où ils ont pas le temps de s'occuper de tout le monde, ils sont dans des classes... Toi, t'étais dans le public ? Ouais. En plus, donc vous étiez hyper nombreux dans ta classe, j'imagine. Au lycée, alors j'ai plus souvenir si on était beaucoup, mais je crois que j'ai un peu évité cette époque où on était un peu beaucoup en classe. Mais ouais, j'ai des amis dans l'enseignement aussi et des fois ils me racontent un peu leur classe, ils ont plus le temps et ça les désespère d'ailleurs parce que eux en fait c'est une nouvelle génération de profs où genre j'ai une amie, elle est prof de français, elle fait apprendre des textes de Damso, tu sais, elle les fait décortiquer, des bons textes de Damso. Ouais, parce qu'il y en a c'est un peu vulgaire. Mais du coup c'est chouette parce que tu vois, elle essaye de les intéresser en essayant de rentrer un peu dans ce qu'ils aiment, etc. Mais elle me disait, des fois, on a des classes où on est plus de 30. C'est compliqué de faire du cas par cas, quoi. Donc, ouais, c'est vrai que ça, c'est un peu dommage pour la nouvelle génération, en tout cas. Ouais. Et sur quel regard, toi, tu portes sur la réussite ? Bah, en fait, je trouve qu'on glorifie beaucoup la réussite, mais on devrait plus glorifier les échecs. Parce que, en fait, du coup, on a l'impression que si quelqu'un échoue, il a pas réussi, il a raté sa vie, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai compris que quand tu échoues, en fait, c'est là où elle est ta plus grande réussite. Parce que les échecs te mènent là où tu dois aller. Ouais, l'apprentissage par l'échec. C'est ça. Mais c'est vrai que quand tu lis, tu vois, tu sais, des documentaires, on glorifie pas forcément l'échec. Non, pas du tout. Et même, je trouve que ces derniers temps, sur les réseaux sociaux, on glorifie beaucoup la méritocratie. Travail, et tu verras, Justement, Léna Situation, j'aime bien le perso, mais il y a un pan d'elle que j'aime moins, justement. Je trouve qu'elle renvoie un message de méritocratie qui est un peu biaisé dans le sens où... même si c'est une personne racisée en France et tout ça, que c'est une belle représentation, c'est quand même une fille qui a eu la chance de grandir à Paris, intramuros. Donc déjà, c'est quand même un privilège dans ton éducation. Parce que forcément, t'es au cœur un peu de l'action, quoi. Tandis qu'une personne qui aurait été pareil qu'elle, mais en province, déjà, je trouve qu'on n'a pas du tout les mêmes chances, tu vois. Oui, t'as pas les mêmes chances, t'as pas le même réseau. Et puis, c'est ça. Léna aussi, elle est arrivée à un moment où le YouTube game, il était à son paroxysme. Donc, du coup, après, elle a fait fructifier un peu ce qu'elle avait aussi. Mais c'est vrai c'est beaucoup... Mais tu sais, même sur LinkedIn, aujourd'hui, on lit que ça. Ah ouais, je peux pas. Ah, LinkedIn, je peux pas, je te jure. C'est le message qui commence par cher réseau. Ah, vraiment, ça m'énerve. Ça, c'est... Ah ouais, non, mais c'était... Mais tu sais que ce qui est assez drôle, parce que depuis que je cherchais un travail, j'ai décidé de lancer une chronique où, d'une jeune trentenaire qui recherche un taf. Et je raconte, en fait, le cynisme un peu du marché du travail actuellement. Et j'ai reçu un message il n'y a pas longtemps et ça m'a fait beaucoup sourire et j'ai été très ferme dans la réponse et je m'en excuse, mais vraiment parce que j'ai trouvé ça un peu... On m'a accusée de ne pas être positive dans les messages. Oui, vous êtes super négatif quand vous parlez en gros du marché du travail, ça va vous desservir auprès de gens qui vont vous embaucher. Non mais super quoi. Et en fait je me suis dit j'ai quand même le droit de dire que oui, le marché du travail va mal, qu'aujourd'hui on a beaucoup de candidats face à peu d'offres, que les RH sont débordés et que du coup ils utilisent des méthodes du style... l'IA maintenant, je crois. Ouais, l'IA, les ATS, tu sais, pour filtrer les CV, pour donner des réponses qui sont totalement dénuées d'humanité et tout ça. Et surtout des réponses, en fait, notre CV a été filtré, on sait même pas pourquoi l'IA n'a pas décidé d'eux, tu vois. Ouais. Et quand je vois que c'est un homme évidemment qui est un peu paternaliste et qui est là, vous devriez écrire quand même des choses un peu plus positives parce que vraiment ça va vous desservir. Alors j'ai trouvé C'était un vieux ?
Oui, c'était un vieux. C'était un vieux. Et en fait, ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, tu vois, il y a aussi cette injonction de oh non, mettez en avant plus votre réussite, les trucs machin, ne mettez pas. Alors que moi, je prenais plaisir, tu vois, à partager justement que des fois, bah. Ouais, c'est nul et qu'on vit un peu tout ça. On vit des moments aussi de vide, de doute, de machin. Mais non. Et puis, il faut rester, excuse-moi, mais il faut rester positif dans la recherche d'emploi, mais c'est quand même hyper pesant pour le moral. Grave. De se prendre que des refus, justement, comme tu disais, par message automatique, ouais. Sans aucune raison enfin, tu connais pas la raison, donc tu peux pas avancer. Ouais, malgré toutes les qualités de votre profil. Donc, c'est difficile de rester positif. Ouais, c'est difficile de rester positif. Puis en plus, je trouve que il faut être vrai, en fait. Dans tout ce que tu fais, dans tous les domaines de ta vie, il faut être vrai. En fait, quand t'es pas... En fait, je vois pas l'intérêt de mettre du vernis sur des choses qui sont pas belles, en fait, qui parfois... bah non, en fait, les gens qui recherchent un emploi... Moi, je vois les jeunes diplômés aujourd'hui sur LinkedIn, ils sont tristes. Dépression. Ils sont en dépression, ils ont pas envie parce que bah on leur donne pas leur chance. Alors, je les comprends parce que j'ai vécu un peu la même chose au début de ma carrière, mais t'as pas assez d'expérience. Quand tu es un peu au milieu, c'est-à-dire que tu en as mais tu en as pas assez, bah t'en as pas assez. Et quand tu es un peu senior, on te dit oh non mais t'en as trop puis tu vas nous coûter cher. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Ouais. C'est complètement fou, mais ouais. Ok, et qu'est-ce que tu aurais comme message pour un jeune qui se sent en échec ? Ben, déjà, en fait, comme on disait tout à l'heure, je pense qu'il faut voir cet échec différemment, tu vois. De se dire, bah, bon, ok, peut-être que là, j'ai l'impression d'échouer, mais j'aime bien me dire, tu sais, des fois, il faut un peu dézoomer la photo. Parce que des fois, on zoome sur un petit truc, on est là, on est bloqué, on se dit, ouais, mais t'as vu ça. En fait, si tu dézoomes, bah, en fait, tu te rends compte que peut-être ça, c'est qu'un tout petit moment, c'est un passage dans ta vie qui va pas durer longtemps. Un jour, ça va représenter sur, tu sais, toute une courbe, ça va durer, c'est un tout petit point. Et je pense que bah, quand tu te sens en échec, vraiment, il faut croire en soi. Il faut vraiment se donner de la force. Et pour le coup, je vais encore dire un autre truc bateau, mais c'est de le chercher en soi, tu sais. Parce que souvent, on attend un peu des validations extérieures, comme tu vois, pour les profs, etc. Les parents et tout ça. Mais en fait, la plus grande validation que tu dois attendre, c'est de toi-même. Parce que il n'y a que toi qui ne vas pas te laisser tomber, tu vois. Parce qu'autant tes parents, ils peuvent ne pas être d'accord avec ton parcours et dire non, moi je voulais que tu sois médecin. Tu sais, ce fameux truc, je voulais que tu sois médecin, voilà. Ou avocat, je voulais que tu fasses ça. Enfin, non, tu vois, si tu attends cette validation-là, bah, en fait, tu ne seras jamais heureux dans ta vie. Donc, voilà, je pense que bah, voilà, si tu te sens en échec, vraiment regarde la photo en plus grand et puis vraiment crois en toi, crois que c'est possible parce que c'est vraiment possible. Franchement, on est capable de faire des miracles. Enfin, quand on a vraiment envie de quelque chose. Jusqu'à présent, j'ai jamais entendu quelqu'un qui a dit bah j'ai vraiment eu envie de ce truc-là et je l'ai jamais eu. Tu vois, vraiment, je pense que chacun à un moment donné et surtout de se dire que peut-être le chemin il est pas comme tu l'as imaginé. Ça c'est important parce que souvent on se dit oui ça va être comme ça, comme ça, comme ça et en fait des fois c'est ton rêve, tu l'atteins de manière détournée. Et surtout, quand ça me fait rebondir sur le fait que quand les jeunes souvent se sentent en échec, entre guillemets, c'est parce qu'ils ont des mauvaises notes et parce que souvent, à un certain âge, toute la vie du jeune se tourne autour de la scolarité, alors qu'en réalité, bah, la vie, c'est pas que ça. Il y a tellement de choses autour et on peut tellement réussir à avoir ce qu'on veut par d'autres moyens que faut aussi réussir à prendre du recul et même les parents devraient aussi des fois moins dramatiser sur les notes, tout ça. Et mettre de pression parce que comme tu disais en fait la scolarité on a l'impression que ça détermine quelque chose alors qu'en fait parfois ça détermine rien du tout et il y a des gens qui ont pas eu le bac ou qui malheureusement ont arrêté un peu les études parce qu'ils étaient démotivés, qui ont réussi à faire des choses de fou, tu vois, et qui aujourd'hui sont à la tête d'entreprises ou qui ont vraiment développé des choses ou qui sont devenus des artistes ou voilà. Je pense que vraiment il n'y a pas de recette miracle en fait. Je pense que tu peux devenir ce que tu as envie de devenir, même si tu le fais par des chemins détournés et même si tu as des mauvaises notes et même si tu es en échec scolaire ou même si voilà. Il y a des gens comme ça qui ont été en échec scolaire et ils sont devenus des personnes hyper
hyper influente, ou, tu vois, donc ça veut rien dire. Et être passionné, tu vois, moi je trouve que t'es un bel exemple de ça, parce que t'es allé au bout de tes rêves, quoi. C'est vrai. Et en plus, je pensais pas. Et tu vois, j'ai encore plein de rêves oui, bien sûr. à atteindre. J'écris un livre, j'ai vraiment envie d'aller vers ce truc-là, d'être publié, tu vois. Pour ça, c'est vraiment le prochain goal. Mais c'est vrai que... Ouais, non, je suis contente. Mais Il est sur quoi ton livre ? C'est plus personnel. En fait, j'ai envie d'écrire 2 livres actuellement. Bon, là, celui dont je m'occupe, c'est un livre hyper personnel sur ma famille. Ok. Et le deuxième, c'est aussi sur ma famille, mais c'est parce que je veux plus parler de la société d'aujourd'hui. Ok. Parce que tu sais, avec le montée des extrêmes, etc., en fait, j'ai fait un parallèle avec mon arrière-grand-père, qui lui a quitté l'Italie pour fuir... voilà, la guerre, les montées des extrêmes, etc. Comme moi, mon grand-père. Ouais, et en fait, j'ai eu envie d'écrire un peu sur ce parallèle et de se dire, mon arrière-grand-père, j'ai appris comme ça, hyper au détour d'une conversation, qu'en fait, il avait monté des cellules antifascistes et qu'il avait mené des opérations de fusillade et tout ça. Et j'ai trouvé ça incroyable. Et je me suis dit, si aujourd'hui on devait résister, comment nous on le ferait, tu vois, et comment tu pourrais avoir son cheminement, mais tu sais, dans ta vie actuelle. Donc bref, ça, ce serait le deuxième livre, mais voilà, ça, c'est les prochains gros trucs. Merci beaucoup, Chloé, en tout cas, d'être venue sur Jeune et Brillant. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté Jeune et Brillant. Pour ne rien manquer de nos actus, suivez-nous sur nos réseaux sociaux @verslhaut et sur notre site internet verslhaut.org. Bye.